Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va un peu parler du livre de Salim Laybi, La dérive Skyrock. Livre absolument essentiel si on a envie de comprendre un petit peu à qui on s'adresse quand on parle de ce premier vecteur médiatique du rap en France. Ce rap qui concerne vraiment toutes les couches de la jeunesse. Il ne faut certainement pas se fourvoyer l'esprit en pensant qu'il ne s'agit que des jeunes immigrés ou des gens de banlieue ou des classes défavorisées qui écoutent du rap. Ce temps-là est complètement révolu. On écoute tous du rap, malheureusement. Voilà, donc il est important de s'intéresser à qui sont les tenants du manche dans cette catégorie de musique. C'est pour ça que Salim Laybi s'est intéressé un petit peu à la dérive Skyrock. Ça fait suite au procès qu'il a eu contre Pierre Bélanger, procès à la suite d'une vidéo qui datait de 2008, où il faisait en fait l'illustration d'un article paru dans Libération, article écrit par Fabrice Tassel. On va passer directement à la lecture. On va y aller chronologiquement, sans essayer de dévoiler l'ensemble du bouquin, mais vu les informations qu'il contient, je crois qu'il est intéressant de s'y plonger. Vous pouvez trouver ce livre disponible sur Amazon, amazon.fr. Vous pouvez évidemment le trouver sur éditionflatlux.com, la maison d'édition mère. Vous pouvez également le trouver chez Contre-Culture. L'ISBN est le 979 10 911 57 02 5. C'est toujours un peu laborieux, mais autant citer complètement, comme ça vous pouvez le retrouver, vous pourrez l'acheter. Je crois que c'est absolument essentiel. Si vous n'êtes pas concerné par le rap, sachez que d'autres le sont. Et si vous voulez affranchir ces gens-là de cette musique, je crois vraiment que vous pouvez leur offrir ce bouquin. En plus de ça, l'illustration et la quatrième de couverture sont faites par Joel Corbeau, qui a toujours son style bien à lui, assez percutant et assez efficace. C'est bien marqué dessus que c'est interdit aux moins de 18 ans. Ça n'a beau être que des lectures, toutes les lectures ne sont pas à mettre dans toutes les mains. C'est fait pour un public averti. Un public averti en vaut deux. On va directement s'intéresser au commencement du bouquin, on va y aller chronologiquement. Salim commence son ouvrage par une poésie de René Guénon, qui est la suivante. Satan, vieil androgyne, en toi je reconnais un satyre d'antan, que bien sûr je croyais défunt depuis longtemps. Hélas, les morts vont vite, mais je vois mon erreur, et puisqu'on m'y invite, aujourd'hui c'est bien pis, et avec impudence, ô comble de la disgrâce, on nie ton existence. Te voilà devenu un jouet pour enfants. Quelques vieilles dévotes à la piété insigne, seule te craint encore, et à ton nom se signe. Merveilleux René Guénon. On enchaîne à la suite avec une préface de notre ami Dieudonné. C'est avec un plaisir non dissimulé que je m'associe au bissage de quenelle format épaulé qu'incarne cet ouvrage. Car, outre l'amitié que je porte à son auteur, il m'apparaît indispensable aujourd'hui de mettre en lumière les laideurs de ce monde afin de mieux les contourner. Skyrock et SOS Racisme sont des pièges tendus aux plus jeunes, camouflés sous un tapis de séduisantes et anesthésiantes paroles. Nous sommes nombreux sur le chemin de la jeunesse à nous être laissés abuser par leurs baratins. L'essentiel est d'éviter que d'autres ne s'y fourvoient. C'est pour cela qu'il est important de soutenir des initiatives de reconnaissance de terrain. Cet ouvrage est une balise qui prévient et qui dénonce un danger. Devenons des gangsters de la beauté, arrêtons de nous contenter de la médiocrité. Libérons-nous de cette merde. Voilà comment termine la préface de Dieudonné. À la suite de ça, Salim rentre directement dans le vif du sujet par un prologue où il nous raconte un petit peu comment cette histoire a commencé. L'élément déclencheur, c'est bien l'article Sexe, Ego et Radio de Fabrice Tassel en 2008 qui fait suite à la première condamnation de Pierre Bélanger pour corruption de mineurs. En l'occurrence, il s'agit d'une fille de 17 ans qui s'appelle Laetitia, qui se sera laissée entraîner dans une secte, on ne peut pas appeler ça autrement, une secte qui s'appelle Alcyon, par sa sœur. C'est d'ailleurs ce qui est assez dramatique dans cette histoire. C'est bien d'ailleurs parce qu'elle était mineure que
Pierre Bélanger a pu être condamné, la présidente du jury lui aura bien signifié que ce n'était pas ses pratiques sexuelles qu'on lui reprochait, mais c'était bien qu'une mineure non seulement y assistait, mais en plus y participait. Ça veut bien dire que dans notre République, ce qu'il fait ici, pour peu que ça soit entre adultes consentants, est considéré comme légal. Ce qui est, à mon sens, déjà complètement aberrant. Sinon, il faut considérer qu'à peu près n'importe quelle secte est légale, ce qui, à mon avis, n'a pas de sens. Bref, continuons. Il enchaîne par le premier chapitre qui s'appelle « À la barre ». À la barre, chacun de ces chapitres sont accompagnés d'une petite citation. Pour le prologue, j'avais oublié de vous le citer, et pourtant elle est essentielle. C'est Léon Bloy. « Celui qui ne prie pas le Seigneur, prie le diable. Celui qui ne prie pas le Seigneur, prie le diable. » C'est, à mon avis, aussi limpide que ça. Ça nous rappellera quelques paroles de Kenny Arcana, mais là n'est pas la question. Le proverbe qui accompagne le chapitre 1 est un proverbe turc. « Une heure de justice vaut 70 ans de prière. » Et en l'occurrence, la justice a fait son boulot. Donc on ne peut en être que ravi. Voilà, donc il a été convoqué à la 17e chambre. Son procès se tenait le 28 mars 2013. Salim commence par un descriptif assez exhaustif de la salle, notamment de la disposition, où est-ce que sont placés à la fois les juges, l'huissier, le greffier, procureur, etc. Salim nous apprend qu'au cours de ce procès, il n'était pas le seul à être convoqué. Il y avait aussi 3 autres personnes qui étaient convoquées pour avoir relayé la vidéo. Voilà, personnes qui au final seront elles condamnées à un euro symbolique, ce qui me paraît aberrant, mais visiblement, déjà sur les 3 qui ont été convoqués, il n'y en avait qu'un seul qui s'est présenté. Il y avait un avocat commis d'office qui finalement a décliné l'invitation, finalement il a refusé de faire son boulot. Bref, il était visiblement moins bien défendu que notre ami Salim Laibi. Bon, on apprend que l'huissier dort de temps en temps, mais bon, après tout, on a tous le droit à une petite sieste. Là n'est pas la question. On arrive directement sur le chapitre 2. Chapitre 2 qui s'intitule « De la censure comme seule stratégie ». Toujours une petite citation, cette fois-ci de René Guénon de nouveau dans l'Erreur Spirit. « Rien n'est moins tolérant en pratique que les gens qui éprouvent le besoin de prêcher la tolérance et la fraternité. » Cette citation est absolument magistrale quand on verra l'attitude de Bélanger. Il faut savoir que Skyrock, Bélanger en particulier, se considèrent comme vraiment les chantres de la liberté d'expression. Ça sera leur ligne de défense quand Bélanger a failli faire s'évincer, on en parlera un petit peu plus loin. Mais toujours est-il qu'ils jouent vachement là-dessus. Zéro limite, radio libre, etc. etc., etc. Donc dont ils se vantent en permanence, ils n'arrivent pas à l'appliquer à eux-mêmes, pour le peu qu'on leur mette le nez dans leur caca. C'est bien le problème, parce qu'on apprend ici que, à la suite de l'article de Libération, article qui ne sera plus consultable par la suite sur le net, sous prétexte des commentaires qui passaient derrière, alors que les commentaires, on peut très bien les supprimer. En définitive, on voit bien que c'était l'article, le fond de l'article qui dérangeait. Voilà, à la suite donc de cette première condamnation de Bélanger, évidemment fleurissent sur le net un nombre assez important de blogs ou même d'autres sites qui reprennent l'article. On ne parle pas ici de presse institutionnelle, hein, évidemment eux ne font pas le boulot, c'est déjà un exploit que Libé les fait, mais ça a été bien les seuls, et ça a été un one-shot comme on dit, après évidemment qu'ils ne s'en sont peu occupés, mais en plus ils ont plutôt joué tête basse, ils ont fait l'autruche à la suite de ça. D'ailleurs Fabrice Tassel a été injoignable pour la défense de Salim Laibi. Ça n'a pas été problématique vu qu'il a été acquitté. Ceci étant dit, c'eût été courageux de sa part d'enfoncer le clou. Là n'est pas la question. On apprend donc que M. Bélanger et Skyrock, Vortex et Téléphone, Fun,
qui sont des entités qui font de l'argent sur Internet grâce à des sites, grâce à des plateformes, etc. Ils ont embauché un e-éboueur. Vous savez, ce sont ces boîtes qui font le boulot derrière pour essayer d'effacer toutes les traces de toutes les casseroles qui peuvent traîner. Alors, il faut savoir que ces e-éboueurs, ils n'ont pas des pratiques très comment dire, très coubertin. La réaction de base, dès qu'il y a une information qui ne leur plaît pas, si quelqu'un la relaie, on lui envoie un mail. D'ailleurs, il y a un exemple de ce mail dans les annexes à la fin qui sont non seulement utiles, mais vraiment salutaires. La menace directe, c'est 300 000 € d'amende, 5 ans de prison. Comme ça, c'est assez clair. Donc, soit tu effaces tout de suite, soit tu es passible de ces poursuites-là. Et encore, il est bien indiqué dans 2-3 paragraphes que on considère d'ores et déjà que le tort a été fait, auquel cas, même si tu l'enlèves, on se réserve le droit de t'enculer quand même, quoi. C'est très bélangérien comme attitude. Mais bon, passons. Donc la boîte qui a été convoquée pour ça, c'était Infostratège. Donc ils ont dû recevoir un gros chèque pour faire tout ce boulot, parce qu'il devait y avoir du boulot, quoi. L'un des trucs qui lui pose le plus problème, c'est ce qu'on appelle le Google Suggest. Vous savez, c'est quand vous tapez une recherche sur Google, vous êtes à peine à 2-3 lettres, vous avez directement le nom qui s'affiche, et puis après, enchaîne les trucs. Par exemple, quand vous faisiez Nicolas Sarkozy, très vite, dans les suggestions en bas, apparaissait ou autre, etc., etc. Donc là, il voulait à tout prix faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir, à côté de Pierre Bélanger en suggestion, satanisme, corruption de mineurs, pratiques dégueulasses, enfin, voilà. Il ne voulait pas que ça puisse paraître. Donc Infostratège a fait le boulot. Il faut savoir que ce genre de pratique, ça demande des équipes, ça demande du temps, ça demande donc de fait de l'argent. Mais visiblement, c'était essentiel pour lui de faire en sorte de vider tout ça. Ensuite, on nous parle un peu plus du Crédit Agricole. Il faut savoir qu'en avril 2011, Pierre Bélanger a failli être évincé de sa propre boîte, de sa propre radio, notamment par l'actionnaire principal, à savoir le Crédit Agricole. Et c'est à ce moment-là qu'il a fait 10 jours de grève de la faim, où on a convoqué des politiques. Alors ici, on a une petite liste de politiques qui sont venus, soi-disant pour défendre la liberté d'expression, mais en l'occurrence, il ne s'agissait pas d'arrêter la diffusion de Skyrock, non, pas du tout. Il s'agit juste du poste de Bélanger, quoi. Alors, qui vient pour sauver Bélanger? C'est assez intéressant, parce que là, on est bien en 2011, c'est-à-dire que depuis un an, Pierre Bélanger a bien été condamné, depuis 3 ans, Bélanger a bien été condamné en première instance, auquel cas, on sait très bien de qui il s'agit. Et pourtant, arrive dans un espèce de gros mouvement de branle-bas-le-combat, Ramayad, Jack Lang, François Hollande, Merluchon, Benoît Hamon, Benjamin Lancard, toutes ces personnes, dont quelques-unes sont en plus vieilles, absolument vieilles, Hollande à l'époque 58 ans, Merluchon 61, Jack Lang on ne les compte même plus, viennent pour soutenir l'indépendance de la radio, soi-disant, alors qu'en fait il ne s'agit que de préserver Bélanger à son poste. Comme s'il était essentiel, absolument essentiel dans le rouage. Voilà, au point que, une année plus tard, quand c'est l'élection et qu'on est entre les deux tours, Hollande, quand il refait un petit passage téléphonique à la radio, Difool, cette espèce de Difool, qui maintenant doit avoir quasiment 50 ans, 47, quelque chose comme ça, lui rappelle bien... vous avez été là quand nous étions acculés, on ne l'oubliera jamais, etc., etc. Ça, c'est 2 jours avant le second tour, donc ça doit être le vendredi, je sais pas, vendredi 4 mai 2012, quelque chose comme ça. Mais ce ne sont pas les seuls soutiens qu'il a. Il y a la gauche, on a bien vu aussi qu'il y avait la droite, Ramayad, Benjamin Lancard, par exemple, mais on a aussi Xavier Bertrand, qui se déclare ami proche de Pierre Bélanger. Je veux bien savoir ce que ça veut dire ami proche. Quoi qu'il en soit, je pense que toute personne saine évite d'être proche de Bélanger. Ça me paraît assez net. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. À mon avis, Bertrand
il y a un truc qui va pas là-haut, quoi. Ou alors il est pareil, hein, ça je sais pas. En tout cas, on sait que lui c'est un frangin naturel également. D'ailleurs, il a aidé à diffuser Skyrock à l'intérieur de son département, dans l'Aisne. Il n'y avait pas de fréquence à Saint-Quentin, et Xavier Bertrand, quand il arrive au pouvoir, il fait en sorte que si Skyrock ait bien sa fréquence, quoi. Donc comme quoi les politiques ne sont pas là pour l'intérêt général, l'élévation du petit peuple, quoi que ce soit. Non, non, ils sont là pour nous abrutir. La preuve, Xavier Bertrand œuvre à avoir sa fréquence Skyrock, quoi. C'est pas inintéressant de savoir qu'est-ce qui fait que ces quarantenaires, cinquantenaires, dont leurs auditeurs d'ailleurs sont 4 fois moins âgés, hein, Skyrock, ça s'adresse à des 10-16 ans, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est eux qui écoutent, hein. Je crois qu'ils sont les premiers sur la tranche 15-25 et les deuxièmes sur la tranche en dessous. C'est une grosse machine, ça reste une grosse machine. C'est pas inintéressant de savoir qu'est-ce qui fait qu'un Xavier Bertrand veut absolument avoir son Skyrock chez lui, quoi. Moi, ça m'inquiète et en plus, ça m'ennuie. Mais bon, c'est pas la seule casserole qu'aura Xavier Bertrand. Ensuite, on passe directement au chapitre 3. Chapitre 3 qui commence de la manière suivante. Non, j'ai oublié un truc. Excusez-moi, j'ai oublié un truc. Si vous n'étiez pas conscient que le rap, et en partie Skyrock, c'est le bras armé du capitalisme le plus sauvage, écoutez bien ce qui va suivre. Il faut savoir que Skyrock a été fondé, en partie par Bélanger évidemment, et aussi par Filipacci. Daniel Filipacci, il faut savoir que c'était le premier groupe de médias magazines au monde, rien que ça. Filipacci, lui, son père, issu d'une famille de Venise, installée à Smyrne, Izmir, en Turquie, sur la côte ouest. Ça nous rappelle quelqu'un d'ailleurs, ce genre de parcours, mais bon, passons. À qui appartenaient les capitaux de Skyrock? Alors on apprend qu'il y a Morgan Grenfell, donc c'est une banque, très vieille banque anglaise de 1835, c'est l'ancêtre de la JP Morgan, ce qui est assez balèze. Goldman Sachs a aussi eu des actions Skyrock via la société Orbus, et ensuite c'est passé entre les mains de Français, peut-être une partie du moment où ça n'était plus rentable, où ça n'était plus, comment dire, profitable, entre guillemets, d'un point de vue strictement économique. Et donc là, évidemment, les Français sont toujours à la botte des Américains, si bien que ça sera AXA Private Equity et le Crédit Agricole qui vont prendre une bonne partie des actions de Skyrock. C'est ce même Crédit Agricole d'ailleurs qui essaiera de mettre Bélanger dehors, mais à croire qu'il y a des circonstances où la banque est moins forte que certaines personnes. Donc visiblement, Bélanger est plus fort que la banque. Ça ne doit pas arriver à beaucoup de monde. On arrive au troisième chapitre. Troisième chapitre, qui est Pierre Bélanger? Ce chapitre est assez intéressant. Il commence par un dicton d'une sagesse populaire. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Alors, il était étudiant en biologie, Paris 6, Paris 8. Il a aussi étudié une année à Columbia, l'université Columbia qui est à New York. Il faut savoir qu'il devient un militant écolo en 1977. Les Amis de la Terre, avec notamment Brice Lalonde. Brice Lalonde, qui est un espèce d'obscur personnage qui a été pas mal soutenu par les médias, de son vrai nom Brice Lévy. Il faut savoir que c'est un juif alsacien, lui, comme d'autres, vous allez voir, on en croisera d'autres. Il collabore avec l'hebdo La Gueule Ouverte. Dans le même immeuble que cet hebdomadaire, il va installer la Fédération nationale des radios libres, au sein duquel Bélanger, à partir de laquelle Bélanger va faire Radio Paris 80. Il sera assez vite exclu de cette radio, en particulier parce que, en gros, Bélanger veut faire du fric. Bélanger, il est là pour, au même titre qu'un Lelay à TF1, il est là pour vendre du temps de cerveau disponible, quoi.
Alors du coup, vous comprenez bien qu'à l'époque où les radios libres commencent tout juste à percer, comme souvent d'ailleurs, ces mouvements-là sont au début animés par beaucoup d'utopies, des idéalistes, alors que lui, il est déjà dans le capitalisme le plus sauvage, quoi. Il a déjà l'appât du gain, la science de l'argent, quoi. Si bien qu'en 81, il fonde Cité Future avec Le Monde, le journal Le Monde, ce fameux journal de référence, issu du Bain-Marie et qui donnera à la fin Plenel, Colombani, et qui aujourd'hui donne le duo Pigasse, Banquier, Nil, on ne sait pas trop, mais il y a Nitel Rose et Pierre Berger, alors lui, on en sait bien plus que ce qu'on devrait. À la suite de quoi il crée la radio, écoutez bien, La Voix du Lézard, La Voix du Lézard en 1982. C'est cette même Voix du Lézard qui se transforma en Skyrock en 86, à partir du moment où justement il fonde cette radio avec Philippe Hatchi Media. Visiblement, il aime bien ce nom de La Voix du Lézard parce que ça reste un nom d'émission à l'intérieur de Skyrock. Il faudrait voir de quel lézard il parle, mais c'est peut-être un autre sujet. En parallèle, Pierre Berger gagne de l'argent, lui aussi, avec le Minitel Rose. Par exemple, 3615 Géraldine, quoi. Ça, c'est exactement le genre d'entité qui est la propriété de Téléphone. C'est vrai que c'est super fun, quoi. Having fun, comme dirait l'autre. Voilà, alors on avance un peu. Précédemment, Salim nous fait un peu le descriptif de sa fiche Wikipédia, et il enchaîne par ce qui suit. Voilà pour ce qui est de sa fiche Wiki, revue et corrigée par des contributeurs étonnamment bienveillants, parce qu'effectivement, il n'y a aucune casserole dans tout ce qui apparaît. On y apprend qu'il a commencé dans le Minitel Rose comme bon nombre de millionnaires actuels, Xavier Niel, patron de Free. Selon les sources, les revenus de M. Bélanger se situeraient entre 400 000 et 600 000 euros, que c'est un libéral acharné, puisqu'il fut associé à Goldman Sachs, le diable de la finance, ou bien Procter & Gamble sur le site beinggirl.fr, voire avec Coca-Cola, site web coop, toujours cette fascination pour les Yankees. Il sera sauvé par le Crédit Agricole, banque dont les pratiques les plus litigieuses font partie du quotidien. De petits points, paradis fiscaux, spéculation sur les matières premières, etc. Ce même Crédit Agricole qui, curieusement, clôturera le compte bancaire professionnel des éditions Fiat Lux, éditrice de mes ouvrages, sans aucune raison. Je vous invite d'ailleurs à voir à ce sujet les vidéos de Salim qui expliquent ça en détail. Il créera un site pour ados, dazante.com, qui parle de santé mais surtout de sexe. Pour les ados, hein. Décidément, M. Bélanger est incorrigible. Que trouve-t-on sur ce site? Des conseils pour piercings génitaux, le bondage, la pratique de l'anulingus, faisant croire que certaines pratiques sont tout à fait normales et démocratisées. Donc du coup, après, il en profite pour nous exposer un peu ce qu'il peut y avoir justement à l'intérieur de ce site, qui parle bien de sexualité à destination des adolescents. Le tout fait par probablement des webmasters de 50 ans qui sont certainement pas très sains. Bref. Alors on enchaîne. Et vous allez voir que c'est corsé. Bon, déjà en 2004, il reçoit un prix remis par SOS Racisme. Le détenteur du trophée Métis. Il faudrait bien voir à quoi sert ce trophée et surtout qui les récompense, quoi. On se souvient de cette phrase de Finky, SOS Baleine sauve les baleines, SOS Racisme. Concluez vous-même cette phrase. Il est conseiller au Conseil d'analyse stratégique des industries culturelles et de communication, donc auprès du ministère de la Culture, ce qui est assez balèze. Il sera auditionné par de nombreuses commissions gouvernementales pour ses compétences dans le monde de la communication. Il aura également accès, très régulièrement, à des tribunes de presse pour déverser ses théories sur l'e-information, Le Monde, La Tribune, Le Point, Les Échos. Et en plus de ça, la très catholique Christine Boutin lui demandera de participer à son pseudo-rapport de mission sur la dimension sociale de la mondialisation. C'est cette fameuse commission pour laquelle Christine Boutin touchait la modique somme de 9 500 € par mois.
Malgré le fait qu'il soit poursuivi en justice pour corruption de mineurs en 2008, il participe à la synthèse de l'audition de la commission de réflexion sur l'image des femmes dans les médias, à l'initiative du secrétariat d'État à la solidarité auprès du ministère du Travail. C'est absolument balèze, quoi, parce que ce garçon, il est en cours d'instruction pour des faits très graves, et pour autant, donc, il peut participer à la commission de réflexion sur l'image des femmes dans les médias. On parlera un petit peu plus tard de l'image des femmes véhiculée à l'intérieur de cette radio Skyrock. J'arrive toujours pas à comprendre quels sont les mécanismes qui font ces liens-ci. Vraiment, je suis complètement perdu, quoi. Ensuite, on avance. Oui, on parlait des... J'ajoute un petit truc à ce que dit Salim, qui me paraît également important. On sait qu'il fait des tribunes dans Le Monde, Le Figaro, etc. Très bien. Pourquoi pas? Après tout, ça s'adresse peut-être à un public... peut-être qu'il y a des gens qui achètent ça, mais bon, je crois que plus personne n'achète la presse. Je pense que plus de la moitié de leurs ventes, c'est des dons. Air France, les gares, TGV, les écoles de journalisme et autres. Mais il ne fait pas que ça. Il fait aussi des conférences. Par exemple, je suis tombé sur à Normal Sup, vous savez, cette école de l'élite. Hein, objectivement, il faut avoir un certain niveau scolaire pour pouvoir y rentrer. Et donc ce mec, alors que là on est en 2010, donc il a déjà ses casseroles au cul, hein, il est parfaitement accueilli par la direction, il est parfaitement accueilli par les étudiants de l'ENS, hein, Normal Sup, encore une fois, rue d'Ulm, notamment par un groupe qui s'appelle les Ernest, donc vous voyez bien qu'il y a ENS, bon alors du coup ils ont trouvé Ernest, et donc ça en fait ils organisent des conférences pour que des gens viennent leur parler. Ce qui est assez aberrant, c'est qu'il y a... J'ai fait un petit peu la liste. En gros, il n'y a que des tarés qui viennent leur faire des conférences. Alors ça, c'est assez affligeant. J'aimerais savoir qui décide de qui vient. Et plus intéressant encore, les Ernest, je vais peut-être vous mettre un petit bout de leur vidéo. Ils se symbolisent par un poisson rouge. Alors ça, je trouve ça assez balèze. Je croyais me souvenir que c'était l'animal au monde qui avait la mémoire la plus minime. À savoir qu'il n'avait pas le temps de faire le tour du bocal, qu'il avait déjà oublié là où il était. Et pourtant, donc, il s'agit bien de normaliens, soi-disant l'élite scolaire de notre pays. Ils se définissent eux-mêmes par un poisson rouge. Alors là, vraiment, je crois qu'on patauge en plein Kali-Yuga, quoi. Mais du coup, il ne faut pas s'étonner à ce que nos jeunes de base, qui n'ont pas la chance de faire ces études-là, soit pas meilleur, quoi. Si nos élites se symbolisent par un poisson rouge, vraiment là on est au fond du trou, vraiment. Oui, quand je vous citais les autres intervenants, on a vu par exemple un Jean de Kervasdoué. Lui, il a été là pendant plus d'1 heure pour nous expliquer que le système de santé, il n'est plus viable, il est en faillite. Alors du coup, il fallait tout changer, peut-être faire en sorte de mettre des mutuelles privées, faire en sorte que la Sécu s'étiole, qu'au fur et à mesure on rembourse de moins en moins. Alors que, on a très bien vu, les premiers problèmes qui se posent à ça, ce sont avant tout le chômage qui empêche d'avoir des cotisations conséquentes, mais également le fait qu'on a baissé justement ce niveau de cotisation. À l'époque notamment, on avait encore un petit peu d'emploi, quoi. Au niveau chômage, on n'était pas encore à 10, 15, 30%, comme on le saura bientôt. Mais ça, non, il ne reviendra pas dessus, hein. Non. C'est juste que le système de santé n'est plus viable. Alors du coup, il sert cette soupe-là à toutes nos élites de demain qui vont occuper des postes universitaires, éventuellement des directeurs de cabinet à droite à gauche, etc. etc. Donc on est bien là pour leur enseigner le nouveau paradigme moderne, quoi. L'individualiser à l'extrême, tous les acquis du CNR, c'est fini, quoi. Le mec, il vient là pour ça. On a eu aussi, j'en fais juste une autre intervenante, mais vous pourrez aller voir eux-mêmes sur leur page Dailymotion, hein. Jeannette Bougrabe. Alors elle était venue parler de discrimination homme-femme. Alors pourquoi pas, hein, pourquoi pas. On se rappelle juste que Jeannette Bougrabe, ça fait partie des quelques privilégiés, des quelques
femmes qui ont bénéficié d'un passe-droit qui leur permet d'adopter en étant célibataires. Alors je ne sais pas quelles sont ces raisons, hein, peut-être que cette fille ne pouvait pas avoir d'enfant et du coup très bien, mais peut-être c'était juste qu'elle n'avait pas envie d'être engrossée, qu'elle n'avait pas envie de subir les outrages du temps, qu'elle n'avait pas envie d'allaiter comme une vache. Alors du coup là, justement on en est progrès hein, évidemment, ça sera la première à acheter une machine si ça peut lui faire pousser son bébé à domicile dans un placard, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors du coup ça donnera un bébé Galia, un bébé Bigose, un bébé Blédina. Vous savez dans ces petits pots là, c'est chargé de conservateurs. Et alors que le conservateur dans cette logique, dans la logique naturelle, n'a aucun sens. Ça va directement du sein au bébé, il n'y a aucune espèce de besoin de conservateur. Mais là, vu qu'on les met dans des petits pots et du coup ça prend de la place, il faut pouvoir faire des stocks qui se comptent en mètres cubes par chaque hypermarché. Hein. Donc il faut que ça puisse se tenir des mois. Alors du coup on blinde ces trucs-là d'aluminium. Ce qui est assez balèze vu que l'aluminium est un poison plus quoi. Donc du coup on enfile à nos gamins. Alors malheureusement je crois que pour Jeannette Beaugrave, son enfant n'aura aucune défense immunitaire quoi. Ça donnera un bel enfant malade qui mangera autant de cachets que de Haribo quoi. Bref, on va revenir à notre Bélanger. On apprend page 34, on apprend page 34 qu'il a reçu la Légion d'honneur pour avoir contribué à lancer le système alerte enlèvement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est whoop whoop, ça clignote en rouge, ça s'affiche sur toutes les télés et pof pof, on a enlevé un gamin et tout. Pour rappel, je crois qu'il y a quasiment quelque chose comme 400 mineurs qui disparaissent, disparitions non résolues, hein, donc des disparitions définitives. Je crois qu'il y a quelque chose comme 400 mineurs sur le territoire métropolitain qui disparaissent chaque année, ce qui fait plus d'un par jour. On a une alerte enlèvement tous les peut-être 6 mois. Hein. Peut-être 6 mois. Je ne sais même pas si depuis que ça a été lancé, il y en a 10. Moi, je pense qu'avant de savoir si on doit déclencher l'alerte enlèvement, on appelle les gens comme... quelques autres. Hein. On leur demande, est-ce que c'est vous qui l'avez? Si on leur répond oui, c'est nous qui l'avons, t'inquiète pas, tout est sous contrôle, on ne déclenche pas l'alerte enlèvement. Ça n'est que mon avis. Je trouve ça assez dingue et assez grotesque qu'on ait filé la Légion d'honneur à ce pour avoir fait ça. D'autant plus que la Légion d'honneur, si on est condamné par la suite à un acte criminel, je ne veux pas dire de bêtises, hein, je crois qu'il s'agit de délit ou de crime. Si c'est une simple infraction, on ne peut pas vous ôter la Légion d'honneur. S'il s'agit de quelque chose de plus grave, on peut vous l'ôter. Là, il n'est pas question qu'on enlève à Bélanger, non. Personne ne va militer pour ça, ça serait... qu'il la garde, sa Légion du déshonneur, quoi, de toute façon. Alors, ce garçon, du coup, lance des sites de discussion, des conseils à destination des jeunes, tournés vers l'éducation, la sexualité ou autre. On finit le chapitre 3 par des détails sur la mère de M. Bélanger, à savoir Christine Arnauty, qui en fait de son vrai nom s'appelle Kovacs de Spendro, Dro avec un umlaut. Vous savez, parce que c'est hongrois comme notre ami Sarkozy là. Donc du coup ça doit être Spendro, un espèce de EU en bon français. On voit d'ailleurs tous ces gens qui changent de nom là derrière, c'est assez intéressant. Donc elle vient du côté de sa mère, c'est des grands bourgeois juifs polonais. Du côté de son père, c'est aristo austro-hongrois et avec notamment un grand-père allemand également. Bref. Encore une fois, ça peut nous rappeler quelqu'un. On ne va pas dire tout de suite que c'est une franquiste. Ceci étant dit, c'est susceptible d'être vrai. Donc on garde ça dans un coin de notre tête. On passe ça ensuite au chapitre 4. On va parler d'Alcyon. Alcyon. C'est quoi Alcyon? C'est le nom de cette charmante communauté qui siège rue Quincampoix, où ce taré fait ses activités du coup. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Mais on va commencer avant tout par une citation de René Guénon, le chapitre 10 de l'erreur spirite. Je commence.
Il est convenu qu'on ne peut parler du diable sans provoquer, de la part de tous ceux qui se piquent d'être plus ou moins modernes, c'est-à-dire l'immense majorité de nos contemporains, des sourires dédaigneux ou des haussements d'épaules plus ou moins méprisants encore, et il est des gens qui, tout en ayant certaines convictions religieuses, ne sont pas les derniers à prendre une semblable attitude, peut-être par simple crainte de passer pour arriérés, peut-être aussi d'une façon plus sincère. Ceux-là, en effet, sont bien obligés d'admettre en principe l'existence du démon. Ils seraient fort embarrassés d'avoir à constater son action effective. Cela dérangerait par trop le cercle restreint d'idées toutes faites dans lequel ils ont coutume de se mouvoir. Et effectivement, à partir de ce chapitre-là, on est bien obligé de franchir un palier. Il y a ceux qui n'y croient pas, il y a ceux qui ne veulent pas y croire, et il y a ceux qui ont commencé à faire un peu le boulot et qui du coup savent très bien de quoi nous parlons. On tombe très vite sur une phrase de Pierre Bélanger, qui se trouve page 40. Le New Age, c'est la liberté donnée à chacun d'explorer toutes sortes de voies spirituelles. Alors ça, c'est Pierre Bélanger qui nous dit. On ne doute pas qu'il en a exploré beaucoup, lui, des voies spirituelles. Ça nous rappelle un peu une phrase devenue célèbre de Jack Lang, qu'il avait prononcée, je crois, en 91, qui dit la sexualité puérile est encore un continent interdit aux découvreurs du XXIe siècle d'en aborder les rivages. Si ça a fait tilt dans vos têtes, je reprends. La sexualité puérile est encore un continent interdit, virgule, aux découvreurs du XXIe siècle d'en aborder les rivages. Bon, alors, donc ça, il dit ça en 91. Je crois que Jack Lang n'a pas attendu 91 pour aborder les rivages de quoi que ce soit, encore moins d'une sexualité puérile. J'en veux pour preuve l'affaire d'Emmanuel Verdun, qui a perdu sa fille, Laurine, qui est morte des pratiques de... tout ce que je dis est en cours d'examen par la justice, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Si on m'attaque par diffamation, il faudra attendre que cette affaire soit jugée. Bref. Ensuite, on a un topo de Salim sur le satanisme. La place de Satan dans les religions adamiques, avec les différences mineures qu'il peut y avoir, par exemple, entre le djinn dans l'islam versus l'ange déchu qu'on trouve dans le catholicisme. Ce à quoi il ajoute qu'il existe deux sortes de satanisme. Un pour les masses, une sorte de satanisme athée, entre guillemets, c'est une sorte d'oxymore comme ça, qu'il existe de plus en plus et qui se répand. Et un autre satanisme plus élitiste, celui qui se réfère vraiment à Lucifer, Lux Ferré, le porteur de lumière. Alors du coup, on en tombe très vite à l'histoire. Les premiers à vraiment se revendiquer du satanisme, dans l'histoire contemporaine, ça serait Aleister Crowley. Il y a aussi Ayn Rand, qui elle est une femme. Pour info, c'est encore une meuf qui a changé de nom. Ayn, ça signifie œil en hébreu, c'est assez intéressant. Et Anton van der Lavey, qui sera le disciple d'Aleister Crowley. J'ai appris d'ailleurs dans cet ouvrage que Anton van der Lavey, qui est très connu, c'est l'auteur de la Bible satanique, et le créateur du coup de l'église de Satan. J'apprends d'ailleurs que lui aussi il a des origines juives alsaciennes, ce qui est assez intéressant. On peut relire ce qu'en dit Napoléon dans son discours du Conseil d'État d'avril 1806 sur les juifs alsaciens. C'est un autre débat, je pense qu'on peut le retrouver dans le livre de Paul-Éric Blanru, je vous en ferai la lecture prochainement. Ce dernier ajoute à la spiritualité des deux prédécesseurs, donc on parle bien de Anton van der Lavey, il ajoute des rituels et des cérémonies, si bien que le 30 avril 1966, il crée l'église de Satan, dont seront adeptes pas mal de monde. Et je vais vous lire ici un petit passage qui se trouve page 41-42. Alors on parle d'Alan Greenspan, vous savez, qui a été longtemps président de la Fed, Federal Reserve Bank, qui n'est ni fédérale, ni une réserve, ni une banque.
d'ailleurs, ni américains, parce qu'il s'agit bien de banques privées, dans lesquelles on retrouve à la fois quelques Américains, mais aussi un Français, la Banque Lazare, des Anglais, des Hollandais. Je pense aussi Warburg, qui doit être des Allemands, Shift, Kuhn, quelques autres. Bref, autre chose, excusez-moi, je digresse. On en revient aux disciples de Anton Vanderlave. On retrouve Roman Polanski, on retrouve Mick Jagger des Rolling Stones, on retrouve G. Mansfield, alors je ne sais pas qui c'est, j'ai pas regardé, M-A-N-S Field, à voir, Elton John, Kurt Cobain, les Eagles, Kenneth Anger, rien que ça, hein, là on parle essentiellement de musique et d'art, mais on en trouve d'autres. Par exemple, un certain Ron Hubbard, qui lui n'aura pas attendu Anton Vanderlave pour s'intéresser à tout ça, vu qu'il est déjà un disciple d'Alistair Crowley. Alistair Crowley d'ailleurs, qui est le grand maître de l'OTO. Si je retrouve, c'est l'Ordo Templo Orientis. Donc lui, Alistair Crowley, c'était le grand maître de ça. Et donc il aura initié Ron Hubbard, qui est le créateur de la scientologie. On retrouve aussi d'autres noms, quelques pages plus tard, des gens qui ont été initiés. Je lis. Pire encore, Crowley fut le père spirituel d'un nombre incalculable de stars du rock et de la musique dans le monde. David Bowie, Jimmy Page de Led Zeppelin, qui rachètera d'ailleurs son manoir écossais de Bollocksin House, Jimi Hendrix, le dégénéré Ozzy Osbourne et son groupe des Black Sabbath, précurseur de la musique heavy metal. On parle des Red Hot Chili Peppers, dont le leader Anthony Kiedis remerciera Satan, rien que ça, lors d'une cérémonie des MTV Music Awards en 92. On parle évidemment de Marilyn Manson, ça il faut avoir sa gueule pour le savoir. On parle de Genesis, on parle d'Iron Maiden, on parle des Beatles, pour faire un petit tour de l'influence que ça a pu avoir sur les stars artistiques et de fait sur nous tous. Parce que là on parle bien de tout, hein. On a aussi bien du rap que du rock, que du heavy metal, que du... Personne ne passe à travers ce filtre, hein. Il y a forcément quelqu'un qui est concerné par un de ceux-là. Parce que ceux qui écoutent David Bowie sont sans doute pas les mêmes que ceux qui écoutent Iron Maiden, qui sont pas les mêmes que ceux qui écoutent Marilyn Manson, qui sont pas les mêmes que ceux qui écoutent les Beatles. Vraiment, vous avez toutes les chances d'avoir été, à un moment ou à un autre, contaminé. Mais c'est le cas de tout le monde. Donc voilà. Donc on reparle bien de Ron Hubbard. Lui, il a connu Alistair Crowley dans l'Ordo Templo Orientis. C'est un peu ce même genre de secte qui donnera par exemple l'Ordre du Temple Solaire, où il y a soi-disant eu un suicide collectif, alors qu'à priori, je crois que c'est en 95, il semblerait bien qu'il s'agisse simplement d'un massacre collectif, non pas un suicide collectif. On apprend plusieurs pratiques très glauques, très glauques. Je vous laisserai le soin de découvrir tout ça, hein, faut vous en garder un peu. Mais on peut parler par exemple du Moonchild, enfant de la lune. Alors ça a été mis au point par Crowley, Hubbard et Jack Parson. Je crois que c'est bien ça, hein. Oui, c'est Parson. Ça a pour but d'amener l'âme de l'Antéchrist de l'ère d'Osiris à celle d'Horus, via entre autres le sacrifice d'un fœtus par, évidemment, donc un avortement. Autant on peut considérer Crowley et Hubbard comme des fous, psychotiques, à la tête d'une sorte de secte, autant on ne peut pas en dire de même sur Jack Parson, parce que lui, il est ingénieur à la NASA, et il était suffisamment haut placé pour qu'on lui attribue un cratère de 40 km sur la face cachée de la Lune. Vous savez, cette fameuse Dark Side of the Moon, comme disaient les Pink Floyd. C'est assez intéressant. Ensuite, Salim nous parle des nouvelles religions qui sont apparues aux USA, comme le mormonisme et les témoins de Jéhovah.
dont les fondateurs, respectivement Joseph Smith et Charles Taylor Russell, avaient deux points communs. D'une part, ils étaient maçons, et d'autre part, ils sont adorateurs de Satan, comme nous le dit René Guénon dans Mélange. René Guénon, dont Salim Negui nous rappelle une petite phrase à la page 49, « Tant pis pour ceux qui préfèrent d'illusoires consolations à la vérité ». Je crois qu'on est effectivement en plein dedans. Ensuite, Salim nous résume et définit la notion de secte. Je vais pour ça vous lire un petit extrait, page 50. D'une part, la définition de la Mivilude et d'autre part, la définition de la commission d'enquête parlementaire. La Mivilude nous propose 8 points pour caractériser une secte. La déstabilisation mentale, le caractère exorbitant des exigences financières, la rupture avec l'environnement d'origine, l'existence d'atteinte à l'intégrité physique, l'embrigadement des enfants, le discours antisocial, les troubles à l'ordre public, l'importance des démêlés judiciaires, l'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels, les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. La commission parlementaire d'enquête a une autre définition qui est celle-ci. Groupe visant par des manœuvres de déstabilisation psychologique à obtenir de leurs adeptes une allégeance inconditionnelle, une diminution de l'esprit critique, une rupture avec les références communément admises, éthiques, scientifiques, civiques, éducatives, et entraînant des dangers pour les libertés individuelles, la santé, l'éducation, les institutions démocratiques. Alors là, potentiellement, on est en plein pile-poule. Pourquoi ? Il suffit de relire cette définition. Groupe visant par des manœuvres de déstabilisation psychologique à obtenir de leurs adeptes une allégeance inconditionnelle, une diminution de l'esprit critique, une rupture avec les références communément admises. Alors, tant qu'on en reste sur la première partie, typiquement, si on prend Merluchon, ou bien plutôt Jules Ferry, ou Vincent Payon, diminution de l'esprit critique, évidemment, allégeance inconditionnelle, on est en plein dedans, rupture avec les références communément admises au niveau éthique, on est évidemment en plein dedans, il suffit de voir toutes les casseroles qu'on a cuit, c'est dégénéré. Mais après, on a quelques petites phrases qui nous font dire que non, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ? Les maçons ne mettent pas en danger les institutions démocratiques, ils la contrôlent. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que le président de la Mivilude était lui-même maçon au Grand Orient. Donc c'est assez balèze. Comment voulez-vous qu'on soit jugé parti ? Ça n'est pas possible. En droit, on serait récusé. Parce qu'on ne peut pas juger tout simplement ses maîtres. C'est aussi simple que ça. Salim finit cette petite partie par une citation de Jacob Frank. « Je ne suis pas venu pour élever, je suis venu pour détruire et rabaisser toute chose jusqu'à ce que tout soit englouti si profond qu'il ne puisse descendre plus. » On est effectivement en plein dedans. On poursuit. On poursuit en revenant à Pierre Mélanger. On explique un petit peu plus sa situation. Il vivait en situation de polygamie avec 3 femmes. Cathy, écrivaine de 28 ans, Constance, 30 ans, journaliste et sophrologue, et enfin Emmanuel, mannequin, 28 ans. C'est cette même Emmanuel qui ramènera sa petite sœur Laetitia de 17 ans, qui était vierge à l'époque des faits. Page 51, on peut lire « La justice lui reproche d'avoir, je cite, organisé des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles une mineure assiste ou participe. Le procureur a déclaré que la victime a appris en 8 mois ce qui exigeait 30 ans à d'autres. » Je trouve cette phrase absolument hallucinante. Je ne sais pas comment il peut en arriver à dire des choses comme ça, mais ça ne doit pas être inintéressant de voir de comprendre les liens qui permettent à un procureur de dire ce genre de phrase. On poursuit la lecture et on s'aperçoit qu'en fait le gourou
Bélanger, gourou signifiant maître en sanskrit, a lui-même un autre gourou. Il s'appelle Claude Deplace. Et ce garçon a plein de casseroles au cul. Je ne vais pas tout vous citer, je vous laisserai le soin de découvrir tout ça. C'est assez fourni, hein. Il y a plusieurs pages, notamment des extraits de forums où des anciens adeptes nous parlent un petit peu non seulement de sa manière de faire, mais en plus des différents endroits où il a sévi. C'est pas compliqué, il est passé par toute la France, hein. Le Var, Côte d'Or, la Haute-Loire, il y a d'autres endroits que je vous retrouverai. Effectivement, on parle de Dijon en 77. Ce mec a sévi absolument partout, quoi. Juste un petit point sur Claude Deplace. Vous savez qu'en cinéma, quand on traite un sujet un petit peu spécifique, on va voir des gens qui sont au courant de ça. Si vous faites un film sur le football, par exemple, vous irez voir un agent, vous irez voir un président de club, vous irez voir un ancien joueur qui sait un peu comment ça se passe, etc. Pour avoir une assise réelle, pour essayer de se rapprocher le plus possible du concret, de la manière dont ça se fait réellement. Alors lui, Claude Deplace, il est du coup conseiller technique pour 2 films, La Goulve et La Papesse. Je vous invite pas à regarder ces horreurs. Le film La Papesse est assez semblable finalement dans le fond à Rosemary's Baby de notre ami Polanski. Si vous n'avez pas vu, au moins ça a le mérite d'être un petit peu mieux filmé, bien que l'important ça soit le fond. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que Rosemary's Baby, selon IMDb, Internet Movie Database, il y avait également un conseiller technique, du coup, de la manière de faire pour tuer, pour salir. Et ce conseiller technique était rien d'autre que Anton Vanderlade. On les retrouve toujours, comme quoi ils avaient vraiment une énorme influence. Pour en revenir juste une seconde à Bélanger, il arrive à écrire au CSA, après une énième condamnation, je cite, « La crudité est une bénédiction, car elle décomplexe, libère, modère, amuse, lève des tabous et des ignorances qui font mal. » C'est une phrase qui ressemble à s'y méprendre à celle de Parson, citée plus haut. Il faut détruire tous les tabous, complexes, frustrations, peur et dégoût hostiles à sa propre volonté. C'est du satanisme crowellien pur jus dont la filiation est ici nettement établie, nous dit Salim. On apprend également que Pierre Bélanger a plusieurs esclaves. Il a des esclaves de premier rang, il a des esclaves de second rang. En gros, les premiers rangs, ça serait ses favorites, mais elles ont un rôle bien particulier. Par exemple, Aude écrit dans son journal intime, « Aude, ta petite esclave de premier rang, qui voudrait tant t'amener une esclave de deuxième rang. Elles sont là pour fournir de la chair fraîche. » En tout cas, on leur dit que c'est ce qu'elles peuvent faire de mieux, en définitive. C'est amener de la chair fraîche. Idéalement, vierge, c'est comme on l'a vu. Salim finit ce chapitre en rappelant que cette affaire Laetitia correspond exactement à 6 des 8 critères qu'on a cités plus loin concernant la définition d'une secte selon la Mivilude. Si bien qu'on aurait pu condamner également Pierre Bélanger pour des pratiques sectaires, pour cette fois-ci qu'il s'agisse de mineurs ou pas. Il n'y a juste pas de relation d'argent. En gros, ça serait ça le seul point sur lequel on ne peut pas considérer que ça soit une secte. Mais pour tout le reste, il n'y a aucun problème, on est en plein dedans. Je suis désolé pour l'orage qui s'annonce, ça va sans doute un peu fausser le son, peu importe. Chapitre 5. Chapitre 5. De la violence et de la vulgarité comme seul objectif.
Ce chapitre est introduit par une citation de Jésus-Christ dans l'Évangile selon Matthieu. Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, cela souille l'homme. Alors ici, on nous parle de marchandisation de l'être humain. Juste très vite, Salim nous fait 3 petites citations qui s'enchaînent, je vais vous lire ça. C'est très bien choisi et assez croustillant. En tant que représentant fidèle et convaincu du courant libéralo-libertaire, boboisant, Pierre Bélanger déclara le 19 juin 1999 au Nouvel Économiste: « Le capitalisme est la continuation du vivant par d'autres moyens. » Il serait certainement d'accord avec les propos de Pierre Berger concernant la marchandisation des femmes lorsqu'il déclare négligemment, mais de façon péremptoire: « Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? C'est faire un distinguo qui est choquant. » Sa phrase, elle, n'est pas choquante, sans doute. Cela nous rappelle également la fameuse phrase de l'ex-patron de TF1, Patrick Lelay. Il expliquait très simplement dans un livre que son métier de divertissement servait à préparer le cerveau humain et de le détendre entre 2 messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Salim conclut: dans le paradigme satanique, la marchandisation du corps humain est la plus grande victoire que Satan puisse espérer. Effectivement, on est en plein dedans, et avec des gens comme ça à notre tête, on est sûr d'y aller droit dans le mur, quoi. Ensuite, on nous parle un peu plus des condamnations que le CSA a émises à l'encontre de Skyrock. C'est assez intéressant parce que pour beaucoup de ces condamnations, ça aurait pu très bien tomber sous le coup de la loi stricte, auquel cas passer devant un tribunal avec des gens qui pourraient être jugés, avec non seulement des amendes, mais éventuellement, en fonction des sujets abordés, éventuellement des peines de prison. Mais vu que le CSA passe, il n'y a pas besoin de cette partie judiciaire. Si bien que Salim en conclut que le CSA sert à éviter la sévérité de la justice. Ça sert en fait de structure de tampon qui vise à amortir, voire court-circuiter le travail effectivement, de la police et de la justice. Je vais vous lire juste 2 extraits. Ça se passe le même soir. On est le 27 janvier 2005. Salim nous prend juste 2 exemples. Vous savez qu'on n'a pas le droit de parler trop crûment de sujets, entre guillemets, adultes avant 22h30. Et pourtant, voilà ce qu'on entend sur Skyrock. 21h37, un animateur dit: « Moi, je pense que si j'étais une femme, je serais une grosse salope. Moi, je sucerais de la bite à m'en étouffer. Je passerais mon temps à me faire péter le cul. Pour une journée, je me ferais péter le cul. » Moins d'une demi-heure plus tard, 22h30, un animateur donne lecture du courrier d'une auditrice. « Je suis en couple, il aime les plans cul, il adore la levrette, j'adore ça, mais j'aimerais autre chose. Au début, il me disait des mots doux, mais maintenant c'est salope, garage à bite, sac ou poche à sperme. Au début, je n'aimais pas ça. Maintenant, je jouis comme jamais avec ces insultes. Suis-je normal? Point d'interrogation. Quand on en arrive là, c'est dramatique. Quand une femme demande à Skyrock si elle est normale en appréciant se faire insulter de la sorte, effectivement, après, il n'y a plus rien, quoi. Déjà, première chose, je veux bien mettre une petite pièce sur le fait que son mec écoute Skyrock lui aussi. Il doit être fan de Booba, La Fouine et toutes ces merdes. Et deuxième point, on ne pose pas la question à quelqu'un de Skyrock de savoir si on est normal ou pas. Eux ne le sont pas. Donc ils vous répondront toujours que mais oui, ça c'est le minimum, il faut savoir trouver son plaisir n'importe où, et que du coup c'est l'émancipation de la femme qui apprécie de se faire insulter. Enfin, je pense qu'ils arriveraient à nous défendre ça. Bref. Ensuite, Salim nous retranscrit les textes de plusieurs chansons, de Booba, de La Fouine ou encore de Morcé, qui sont absolument affligeantes bêtises.
L'inconvénient, c'est que cette crasse ne serait restée au stade de chanson, mais elle s'infiltre lentement mais sûrement chez les idoles de nos jeunes. Par exemple, on peut lire page 75, j'y arrive. Une vidéo très intéressante de La Fouine nous montre souvent, justement, la dérive historique de la jeunesse musulmane. Le clone de Snoop Dogg, version banlieusarde, nous explique qu'il fait la prière le vendredi en tenue traditionnelle et en famille, puis le lendemain en boîte de nuit, il branchera des filles pour finir ensemble à l'hôtel. Il a toujours existé en terre d'islam des dégénérés de toutes sortes, mais de là à déclarer faire la prière et aller se taper des filles faciles dans des hôtels, avec cette légèreté et cet irrespect, c'est historique, du jamais vu. Et ça marche. Que va nous apprendre l'affaire Zaya? Que M. Franck Ribéry, joueur de foot professionnel converti à l'islam et marié à une maghrébine, aurait partousé avec son beau-frère, frère de son épouse, avec des prostituées, mineures de surcroît, tout en ayant fait un gentil petit pèlerinage à la Mecque, une Omra. De nos jours, tout est possible, voire souhaitable. Nous ne nous attendons pas sur la langue que parle Franck Ribéry, directement issue de cette culture moderne qui laisse pantois et donne des frissons. Et c'est vrai qu'on écoute Ribéry, ça glace le sang. En note de bas de page, Saline nous donne un petit exemple. C'est un parmi tant d'autres, hein, mais il est assez édifiant. Voilà, on dirait que c'est comme si qu'il n'y avait rien de changé hier. Le Touquet, c'est toujours une ville que j'aime bien venir. Chaque joueur font des programmes différemment. Saline nous ajuste très justement, et encore, on ne demande pas de l'écrire, parce que je pense qu'il y aurait plus d'une faute par mot. Petite chose à souligner, La Fouine depuis est devenue jury de Popstar. Avant, on ne nous imposait pas ces médiocres personnages à tout le monde. Ils passaient dans les cases de clips, ils passaient dans les cases Trace TV, ce genre de choses. Ils n'étaient pas grand public. Maintenant, il va chez Popstar, qui concerne vraiment tout le monde. Vous verrez aussi bien une ménagère de 50 ans que la jeune de 12, qu'un glandeur de 25 ans qui n'a rien d'autre à foutre que passer sa vie devant la télé. Moi, je regarde pas la télé, donc j'ai pas la télé, c'est aussi simple. Cela dit, je regarde de temps en temps le zapping de Canal+, ça me suffit largement. Et du coup, j'en ai vu quelques extraits de La Fouine en jury de Popstar. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Alors, je suis peut-être complètement has-been, hein, mais j'ai pas 30 ans. Hein. J'arrive pas à, enfin, ces mots sont pas intelligibles, quoi. Je sais pas quelle est la langue qui parle, quoi. Bref, quand on en arrive à ce stade-là, c'est que ça y est, le rap est devenu une musique comme les autres, les rappeurs sont devenus des artistes comme des autres, et du coup, on va nous prétendre d'ici peu que La Fouine, Booba et les autres, ça vaut largement un Brel ou un Brassens. C'est triste, mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Bref, passons. On en arrive au chapitre 6, à savoir l'imposture du rap. Dans cette partie, on parle essentiellement du livre de Mathias Cardet, L'effroyable imposture du rap. Donc je ne vais pas tellement vous en parler, étant donné que je vous en ferai la lecture. Je crois que vous pouvez le voir, il est ici, ou là, ici je crois. Là, ici le livre de Cardet. Je vous en ferai une fiche de lecture un petit peu plus approfondie. Ceci étant dit, je vais juste vous citer 2 points. C'est le FBI de J. Edgar Hoover qui va mettre en place ce vaste programme de contre-insurrection, le Cointelpro, contre-intelligence programme. L'objectif est de discréditer, infiltrer, perturber ou neutraliser tout simplement la dissidence. Certains historiens parlent d'assassinat de plusieurs figures des Black Panthers, 27, ou de l'American Indian Movement, 69, rien que ça. Ceci est loin d'être un fantasme, il s'agit en fait d'une révélation provenant de la déclassification des archives du FBI. Tout ce qu'il y a de plus vérifiable. On trouve dans ces papiers la déclaration suivante, de J. Edgar Hoover. Les agents informateurs ne sont pas la solution. Il nous faut des agents actifs qui participent aux actions des états-majors subversifs et orientent les décisions. Nous devons être en mesure de manipuler leurs communications, semer la zizanie entre leurs chefs et, si cela est nécessaire, les utiliser en leur dictant des cibles.
Salim conclut, l'histoire nous donne les preuves de ces politiques mafieuses pour ceux qui auraient encore des doutes. Et effectivement, après, il décline plusieurs exemples, avec notamment Angela Davis, etc., etc. Dernier petit paragraphe pour clore ce chapitre. Salim nous dit, ainsi la bête a créé un rejeton, un allié. Elle a transformé le dissident en servile VRP du système mondialiste. C'est du pur génie malfaisant qui a réussi à duper des générations entières. Le dissident révolté qui représentait une menace s'est transformé en chiteux inoffensif, consommateur de produits de luxe fabriqués en Chine et dont le seul objectif dans la vie est de faire du fric. La victoire est totale. Je crois que vous ne pouvez pas mieux conclure. On en arrive au chapitre 7, le chapitre dit du verdict, qui commence par une citation de Platon. La perversion de la cité commence par la fraude des mots. Ça nous rappelle Cardé qui nous disait « on est baisé depuis l'alphabet ». Je crois qu'on est effectivement exactement là-dedans. J'ai d'ailleurs oublié de vous citer le passage de Cardé qui introduit le chapitre 6, j'y reviens. Le rap, bras armé de l'industrie du narcissisme, mais un narcissisme tronqué, faux comme le dollar, un narcissisme qui repose sur la projection d'un soi factice, le soi d'un autre ou, plus précisément, le soi façonné par nos maîtres. Je reviens au chapitre du verdict. Ici, Salim vient détailler un petit peu plus le procès qui s'est tenu donc, le 28 mars 2013. Nous apprend un petit peu comment ça s'est passé. Lui ne s'est pas du tout appuyé sur les aspects satanisme et sorcellerie qu'il a développé plus tôt dans son bouquin. Il n'avait pas envie de passer pour un illuminé ou au pire un original. Et surtout, il n'avait certainement pas besoin de ça pour étayer son propos et montrer que ce qu'il disait dans cette vidéo était parfaitement juste et justifié. Les seules casseroles de Pierre Bélanger lui suffisent. Je rappelle au passage, je ne sais pas si je l'avais mentionné, en première instance, il a été condamné à 1 an de prison ferme, 3 ans avec sursis, et en appel, 3 ans avec sursis ont été confirmés, il a eu 50 000 € d'amende. Donc en définitive, il a juste échappé à la prison, de peu. Intriguée, la présidente lui demandera pourquoi il parle de franc-maçonnerie, parce qu'effectivement, il l'évoque dans sa vidéo. Lui, il est droit dans ses bottes, et avec simplement 2 affaires, il fait la démonstration que ça a bien un rapport. Il évoque Berlusconi avec la mineure Ruby, le fameux Rubygate. Berlusconi, on sait qu'il est affilié à Propaganda Due, qui est une loge sœur de notre Grand Orient national. Pour rappel, Propaganda Due, c'est la secte, on appelle ça comme ça, de Licio Gelli, qui est responsable, selon le livre de David Gallop, Au nom de Dieu, de l'assassinat, ni plus ni moins, du pape Jean-Paul Ier, qui est mort au bout de 33 jours de règne. Il évoque aussi une autre affaire, toujours avec le Grand Orient, cette fois-ci en France, celle dite du carton de Lille, avec DSK, où là, il n'y a pas moins de 5 membres du Grand Orient qui sont impliqués. Là-dedans, il y a des commissaires, il y a un chargé de relations de l'hôtel du Carlton, Alors il nous cite une partie de la plaidoirie de son avocat, maître Bastardi Daumont, qui visiblement a très bien fait le boulot. Il a réussi à ôter toute une partie de la mise en examen, à savoir tout ce qui portait sur l'injure. Il faut savoir qu'il y a un délai de prescription qui est de 3 mois pour l'injure, et là ils ont mal fait le boulot parce que vu qu'ils ont supprimé complètement les vidéos de Salim Naibi et qu'ils n'ont vraisemblablement pas fait de capture ou autre, ils n'ont pas pu déterminer la date de publication de la vidéo, si bien que tout ce qui concernait l'injure n'a pas pu être, n'était pas recevable dû à cette mauvaise procédure, on va dire. Donc il est resté la partie diffamation. Restera donc la partie de diffamation. Et là, lors de l'audience du jeudi 23 mai, le tribunal confirmera de diffamation il n'y avait pas.
et qu'on donc pouvait bien dire ce que Salim a dit, ce qui est une bonne nouvelle. Épilogue. On en arrive à l'épilogue, donc Danse avec Bélanger. On commence par une citation de Jésus-Christ. On reconnaît un arbre à ses fruits. Ici, Salim nous parle une dernière fois des icônes de la jeunesse. Il évoque Rihanna, par exemple, qui incarne à elle seule la femme entièrement soumise à Isis, à Mammon. Il nous parle aussi d'une chanson plus récente qui est de Robin Thicke, Blurred Lines, qui, si vous regardez de temps en temps le petit journal, vous l'avez entendu comme soi-disant étant le tube de l'été, etc. Ce titre a fait un peu le buzz parce qu'ils ont fait deux versions de clips, une censurée et une non censurée. Dans la non censurée, les nanas sont à poil, dans la censurée, elles ont juste soutif culotte, quoi. Mais sinon, rien ne change au niveau des positions lascives, etc. Plus intéressant, ça ne change en rien les textes. Et les textes de la chanson est absolument pervers. Hein. Par exemple, on a une phrase qui dit en substance bébé, je vais te mettre un truc si gros dans le cul que ça le fissurera en deux ou quelque chose comme ça, en substance. Hein. Moi, ce qui me pose problème avec ça, c'est que sous prétexte que on nous impose ça comme étant la chanson de l'été, etc., on va voir nos gamins danser là-dessus, quoi. Alors on a la chance en France de ne pas savoir parler anglais. Des fois je me demande si c'est une chance ou un malheur. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on va voir reproduire des choses comme l'été dernier avec le Gangnam Style. Vous vous souvenez de ce truc K-pop, là, cette espèce de coréen, qui s'appelle Psy d'ailleurs. Enfin, on est dans l'absurde. Hein. Mais vous voyez bien ce que c'est le Gangnam Style, quoi. C'est juste une espèce de nouvelle position du Kama Sutra. Voilà, et on voyait des gamins danser là-dessus, reproduire la chorégraphie, et ce qui m'inquiète le plus, c'est que surtout leurs parents ne s'en souciaient pas, quoi. Pour eux, ils ne faisaient juste que danser, quoi. Danser. C'est dramatique, hein, de là où on en est. Je vais vous faire une petite citation qui va être un petit peu longue, mais cela dit qui va être assez intéressante. Salim nous dit: à ce propos, comment expliquer le silence des médias et des politiques sur cette affaire de mœurs assez sérieuse? Effectivement, il n'y a que Libération qu'on a parlé, ils n'en ont parlé qu'une fois, ils ont supprimé l'article. À part ça, les autres médias mainstream, bouche bée, quoi. Bouche bée, je ne sais pas si le terme est exact, peu importe. Deux raisons principales me paraissent évidentes. L'amitié, le lien politique ou maçonnique semble à retenir. Rappelez-vous le témoignage scandaleux du frère Latruelle, Xavier Bertrand, dont on a parlé précédemment. Une seconde raison semble encore plus plausible, celle qui consiste à comprendre que les politiques et les médias sont aussi décadents que le patron de Skyrock. Il est pourtant simple de le prouver en rappelant certaines affaires de mœurs. L'affaire du bankster Edward Stern, assassiné par sa maîtresse Cécile Brossard de 4 balles alors qu'il était en tenue sadomasochiste de latex. Il était connu pour ses soirées de débauche. DSK et son libertinage internationalisé, accusé à plusieurs reprises de tentatives de viol. L'orgie homosexuelle de l'ex-patron de TF1 International, Patrick Binet, décoré chevalier des arts et des lettres. Si je me rappelle bien, comme notre amie Caroline Forest. Cette soirée s'est soldée par une issue fatale, la mort étant survenue, semble-t-il, par excès de mélange d'alcool, cocaïne et GHB. Absolument aucune information sur cette affaire n'est filtrée dans les médias depuis 2008. Des déclarations assez choquantes ont été faites par une certaine Marie-Claire Restou, ex-championne de judo et suppléante de Patrick Balkany, visant précisément ce dernier, pour harcèlement sexuel. Aucune plainte en diffamation n'a été déposée. Que dire de l'affaire de la fille de Rachida Dati, dont le père reste inconnu? La procédure de demande de reconnaissance en paternité introduite par mademoiselle Dati a permis de mettre en lumière cette débauche sexuelle, puisque Dominique de Seigne n'hésita pas une seconde à lister un nombre important d'amants de l'ex-garde des Sceaux. Un animateur télé, un ministre,
un PDG, un Premier ministre espagnol, l'un des frères de Nicolas Sarkozy, un procureur général qatari et l'héritier d'un empire de luxe. On ne parle ici que de ceux qui sont susceptibles d'être le père de sa fille. Donc c'est un créneau de un mois, de cet ordre-là, hein, pas plus. On se demande comment elle arrive encore à avoir le temps d'être ministre. Bref, il est clair que chacun fait ce qu'il veut de sa courte vie terrestre, mais voilà ce qui arrive quand on ne respecte plus rien lorsqu'il n'y a plus de limite. Rappelons la sordide affaire de pédophilie de Polanski, qui sera défendue par deux autres pédophiles assumés, Frédéric Mitterrand, accessoirement ministre de la Culture, et Daniel Cohn-Bendit. Le foot n'est pas épargné avec l'affaire Ribéry-Zaya ou mieux encore les centaines de call girls importées à Cannes à l'occasion de la quinzaine du festival. À l'étranger, nous pourrons rappeler l'affaire Monica Lewinsky et le parjure sans conséquence de Bill Clinton, ou mieux encore, les orgies du frère Berlusconi avec la mineure Ruby. L'ex-président israélien Moshe Katsav a également fait très fort. Là, je crois qu'on parle de viol ou de tentative de viol sur ses collaboratrices. Ces affaires remontent à la nuit des temps, puisque déjà en 1959, la France a vécu l'affaire pédophile dite des balais roses, impliquant politique et flics. J'ajoute à ça qu'on peut aller bien plus loin encore. On peut lire pour ça les travaux de Mario Sigo sur l'hôpital général, les magistrats laïcs, tout ça c'est à l'époque des Lumières. On pourrait remonter encore sans doute plus loin. On peut parler aussi d'une affaire plus contemporaine que Salim ne cite pas, qui est l'affaire de Richard Descoings, le patron de Sciences Po, qui est mort dans sa chambre d'hôtel à New York. Décidément, il s'en passe des choses là-bas. Il est mort d'overdose. Pour rappel, au cours de cette soirée, il avait commandé deux gigolos pour s'occuper de son cul, probablement. Bref. Enfin, je vous laisserai le soin de découvrir plus en détail le reste de son épilogue, d'une clarté infinie. Et je vous conseille à tous de vous procurer cet ouvrage salutaire et lumineux. Même si vous n'êtes pas concerné par le rap, il y a forcément quelqu'un dans votre entourage qui l'est. Ce livre coûte la modique somme de 14 €. 14 €, si c'est pour se désasservir de quelque chose qui vous pollue l'esprit, c'est rien, ça n'est absolument rien. Donc si vous n'êtes pas concerné, offrez-le à quelqu'un qui l'est. Il n'arrivera pas forcément à cette lecture de lui-même. Faites-le, offrez-le, offrez ce bouquin, c'est absolument essentiel pour se désasservir de cette merde. J'en finirai simplement en lisant ces derniers paragraphes. Je vous laisserai le soin de découvrir le reste, hein, vraiment. J'invite pour finir les associations de familles de France à déposer plainte contre les innombrables dérapages de cette radio, en s'appuyant sur les arguments et les preuves développées dans mon livre, afin de porter un coup d'arrêt à ce massacre. Toute association dont les statuts visent le bien-être des familles et de la jeunesse est déclarée d'utilité publique a non seulement le droit, mais surtout le devoir de déposer plainte contre cette orgie de médiocrité et de bêtises érigée en bonheur à atteindre sous couvert de liberté d'expression. Il faut faire un choix paradigmatique qui va peser sur l'avenir de notre civilisation. Il en va de sa survie. Le problème ne devrait pas se poser d'avoir à choisir entre l'excellence et la médiocrité. On ne peut pas offrir comme modèle de vie des personnages comme Anelka ou Ribéry. On ne peut pas standardiser une débila en l'invitant sur le plateau du grand journal de Canal+, sans en assumer les conséquences. Cette industrie du vide, très bien expliquée par Olivier Pourriol, qui est un chroniqueur du grand journal justement, dans son livre On-Off, un coût exorbitant à payer que personne ne sera capable d'assumer. Que chacun fasse ses choix, que chacun prenne ses responsabilités, mais que l'on ne vienne pas citer Dieu sur une radio multirécidiviste dans la corruption de mineurs. Que ces rappeurs musulmans de pacotille, pratiquants du vendredi et de l'Aïd, ne fassent pas d'amalgame dans leurs textes et n'intègrent pas des expressions religieuses, d'essence sacrée, tout en diffusant leur production sur ce genre de radio au contenu largement sataniste. Toute critique de cette subversion cacophonique est aussitôt traitée de jalousie, comme si la promotion largement voulue de ces énergumènes pouvait être taxée de réussite. C'est la seconde raison de l'étalage de mon CV, comme expliqué au chapitre 3. Initiative certes susceptible d'être interprétée comme un manque d'humilité,
mais si nécessaire pourtant pour remettre les pendules à l'heure et afin que ceux qui n'assument pas leur choix ne s'abaissent pas à utiliser des excuses aussi puériles et farfelues sans aucun fondement. Que des rappeurs comoriens comme Soprano cessent de faire les malins sur scène tout en se pavanant en tenue traditionnelle islamique, car maintenant ils savent parfaitement à quoi et à qui ils ont affaire. On ne peut servir Dieu et le diable en même temps, c'est un pari fort risqué que de le tenter. Je répète, on ne peut servir Dieu et le diable en même temps, c'est un pari fort risqué que de le tenter. Je crois qu'on ne pouvait pas rêver de meilleure conclusion. Donc voilà. À ceux qui écoutent cette vidéo, premier conseil, achetez ce livre. Deuxième conseil, retenez cette phrase. On ne peut servir Dieu et le diable en même temps. C'est un pari fort risqué que de le tenter. On va en conclure là-dessus. Je vous retrouve très vite pour des prochaines fiches de lecture. Je remercie Salim pour cet ouvrage. Je remercie Salim également pour ses conseils utiles concernant la première vidéo que j'ai faite. On se retrouve très bientôt pour d'autres glissages de quenelle.